Oui, Eh oui, bien, c'est parti. Donc, on a prévu de discuter de quelques points. Déjà sur les projets en cours où on en est. Donc, on a eu la réunion de rentrée quand même il y a quelques temps, mais on refait le point sur les différents projets. On verra sur la question des candidatures, ce qu'on peut faire dans les activités dans le SUP. Et donc, s'il y a des différentes questions, ben, on pourra aussi répondre à vos questions. On n'est vraiment pas nombreux, donc ça sera l'occasion de faire du direct. Hein, c'est pas la peine de. Voilà, donc si vous avez vos questions, au fur et à mesure, on les prend et puis on en discute. Hein, on fait comme ça. Et puis, ben voilà, il y avait peut-être deux, trois points sur l'hybridation, etc., enfin, qu'on souhaitait aborder avec vous. Alors, ici, on vous rappelle un petit peu les interlocuteurs. Donc, pour le côté MFR, ben, c'est Sandrine qui est l'interlocuteur du côté MFR. Et puis, c'est Sabine et Anthony sur le côté des lycées professionnels. Alors, rapidement, sur le point de situation sur les deux projets en cours. On a encore un projet 2024, donc qui va aller jusqu'à la fin de l'année. J'ai repointé ce matin, donc il est complet ce projet. Voilà. Donc on est en léger dépassement, donc il suffit qu'une mobilité soit annulée et on sera en dessous. Mais globalement, le projet, il est complet. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle par rapport à ça, puisqu'on avait redonné quand même un morceau à l'agence Erasmus. Et puis, en prenant tout ce que vous aviez noté là en termes d'identification de besoins, sur le 2025, ben, vous voyez, on n'est même pas au quart du projet. Donc, il nous reste quand même beaucoup d'éléments potentiellement à rentrer dans ce projet. On fera le point en fait au mois de juin pour savoir ce qu'on décide de faire sur la suite, mais l'idéal, ça serait au moins de le mener à la moitié, quoi. Hein. Voilà. Bon, après, on peut rendre aussi une partie du budget à l'agence, sachant qu'il était relativement important hein, par rapport à ça. Des questions? Donc là, ben, j'ai mis open bar. Hein. Donc, autrement dit, si vous avez des projets que vous pouvez peut-être même monter en dernière minute, ben, n'hésitez pas à le faire. Vous allez voir dans les activités, il y a peut-être des activités auxquelles on ne pense pas et qui pourraient être mises en place assez rapidement. Donc, comme il y a des lignes budgétaires possibles, bah, ce serait peut-être dommage de s'en priver. Voilà, il y a d'autres projets, évidemment, il faut quand même facilement trouver les publics, regarder, etc. Mais il y en a d'autres, en fait, on peut vite faire une activité complète de classe qui pourrait facilement être financée. Voilà, sur le point, sur les différents projets. On vous rappelle, Alice, les points sur la charte Etche, les Oui, bonjour. principes. Alors, je vous rappelle juste que vous avez tous déposé la charte Etche, sinon vous ne seriez pas là, et que vous êtes engagés dans le cadre des priorités du programme européen. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, j'entends quelqu'un en écho, mais c'est pas grave. C'est Non? bon. Ok. Les quatre points importants, souvent, c'était la gestion des mobilités numériques. Alors, c'est pas forcément dans l'ordre qui est écrit là. Les pratiques respectueuses de l'environnement, on le retrouve. Les publics avec moins d'opportunités qui sont prioritaires, enfin, qu'il faut surtout pas oublier. Et l'engagement citoyen. Donc, ça reprend un petit peu ce qui est écrit là. Hein. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin, mais c'est vrai que c'est normalement, si vous reprenez vos chartes Etche, vous avez dû vous engager sur tous ces petits points-là. Sans quoi, vous auriez peut-être pas eu la charte Etche. Donc, je vous invite à le reprendre un petit peu, c'est ce qu'on avait fait lors de la réunion de rentrée, et voir un petit peu ben, en quoi je m'étais engagée, où j'en suis aujourd'hui, et qu'est-ce qu'il faut que je mette en place pour aller dans la direction vers ce vers quoi je m'étais engagée au départ. Enfin, vous ou l'établissement, attention. Ok.
Est-ce qu'il y a des questions sur si vous voulez que je reprenne un petit peu les points ou pas? On avait dit qu'il fallait aller vite. Donc en fait, voilà, reprenez un peu la stratégie que vous avez déposée dans votre charte Etche. Si vous y avez accès, il faut la retrouver, effectivement. Et on arrive directement sur le point d'après, c'est la conséquence, c'est l'engagement sur le numérique. Donc aujourd'hui, la carte d'identité, pas la carte d'identité, la carte étudiant européenne est accessible sur le site de l'agence. Donc il faut que chaque établissement le mette en route. Alors nous nous sommes engagés dans le cadre du consortium à vous, alors pas un tuto, pas faire un tuto, mais faire une petite fiche de procédure pour vous aider à mettre en place cette carte européenne étudiante, qui normalement est gratuite et qui doit être mise en place pour tous les étudiants. Pas forcément ceux qui partent en mobilité, mais au moins ceux qui partent en mobilité, ça serait bien. Voilà pour ma part. Après, bon, effectivement, vous avez des applications mobiles qui existent, des sites internet et des réseaux d'échange de données qui sont aussi accessibles. Voilà, peut-être en complément pour vous donner des informations. Alors, il y a des choses sur lesquelles on pourra vous inciter assez facilement à y aller. On parle de la carte européenne d'étudiants. Bon, bah voilà, on vous fera une petite procédure. Elles sont accessibles en ligne pour toutes les versions dématérialisées avec une application. C'est gratuit. Donc voilà, on vous simplifiera peut-être l'accès. Vous voyez, par exemple, il y a la question de l'Erasmus Without Paper, là, le réseau d'échange de données. J'étais à la conférence annuelle de l'agence sur le digital la semaine dernière. Pour être très clair, il y a même des grosses universités qui n'y arrivent pas. On a eu le cas de l'université de Strasbourg avec 2 personnes à temps plein dessus et ils n'arrivent pas à interconnecter leur université à une autre université en Allemagne. Donc, alors ils mettent les moyens aussi, évidemment, mais on va dire que c'est pas à notre portée. Il y a beaucoup de choses qui nous échappent là-dedans. Donc là-dessus, on va pas se mettre aussi une énorme pression, même s'il y a peut-être des choses qu'on pourra petit à petit faire avancer avec Argo. Mais voilà, c'est pas pour nous, hein, on reste modeste dans nos petits établissements et ça, la commission le sait tout à fait. Donc, elle aimerait vraiment presser beaucoup plus les universités d'atteindre ces objectifs, sachant qu'il y a des structures, ça ne sera pas faisable. Donc, il y a une vraie réflexion petit à petit sur la prochaine programmation pour prendre en compte aussi ces dimensions différentes dans le supérieur avec des gros établissements, des grosses universités, et puis des établissements beaucoup plus modestes comme certains membres. Voilà. Allez, on passe. Il n'y a pas de questions par rapport à ça, c'est bon? Ou des réflexions? Non? Allez, ben, on va revoir toutes les activités possibles. Donc, c'est là que n'hésitez pas à faire part de vos commentaires, de vos réflexions. Et voilà. Alors, les publics avec moins d'opportunités, Sabine? Oui, alors, donc là, il n'y a pas de changement majeur, si ce n'est sur une appellation. Donc, les critères restent les mêmes avec des personnes en situation de handicap. Les personnes qui sont en quartier politique prioritaire de la ville ou France Revitalisation Rurale, donc c'est une carte de territoire qui est accessible sur Internet. Alors, ça a été un petit peu, les contours ont été redéfinis, mais c'était les anciennes zones de revitalisation rurale. Les boursiers, toujours échelon 6 à 7. Et donc, c'est important de notifier à la demande puisque, en fait, il y a une bourse, une bourse supplémentaire pour ces publics ayant moins d'opportunités, voilà, qui varie de 100 à 250 € par mois pour l'étudiant. Donc, c'est vraiment un forfait mensuel et c'est important de le déterminer en amont pour le contrat financier. Exactement. Alors, les publics concernés, donc, on a à la fois les étudiants et les personnels. Donc, les étudiants depuis le niveau 5, c'est-à-dire les étudiants de cycle court de BTS,
et les personnels qui ont des fonctions donc dans le cadre de l'enseignement supérieur, donc enseignants et autres personnels qui peuvent faire des mobilités. En sachant que Jean-Yves vous l'a dit déjà à plusieurs reprises et on en reparlera, les mobilités du personnel ne sont pas la priorité et il y a un nombre très plus que limité. Voilà, on verra ensuite cette limite. Exactement. Des questions par rapport à ce point ou au PAMO? Il faut bien regarder le niveau, parce que j'avais eu des questions, moi, sur les mentions complémentaires, par exemple. Donc, les mentions complémentaires, elles ne sont pas, ce ne sont pas des diplômes de niveau 5, donc elles ne rentrent pas dans le cadre de l'enseignement supérieur. Voilà. Entre autres, c'est une question que j'ai pu avoir. Exactement, on rentre dans le FP. Mm. Très bien. Alors, donc les activités d'étudiants, on va en discuter. Vous avez deux types d'activités. Une activité d'études ou une activité de stage. Et vous avez du coup deux formats, une activité courte qui est en quelque sorte ramassée de 5 jours à 5 jours, et une activité longue de plus de 2 mois, enfin de 2 mois et plus jusqu'à 1 an. Donc voilà, les activités courte durée impliquent la mise en place de l'hybridation, c'est obligatoire, c'est pas facultatif, on en rediscutera tout à l'heure. Donc, vous allez voir hein, que peut-être je vous parlais d'opportunités tout à l'heure, mais peut-être que dans certaines opportunités, on pourrait mettre en place possiblement des activités d'études de courte durée. Voilà, ça s'est fait par exemple dans un établissement, je ne le vois plus. Ah si, Piotr, tu peux nous en toucher deux mots? Et voilà. Activité de courte durée. Alice, peut-être? Ça te dit quelque chose? Oui, bien sûr. Désolée. Alors, je prends la parole pour Piotr et Salomé qui ont fait partir l'année dernière. Ça y est. Ah, il est là. Oui, Piotr, j'avais. alors je te laisse la parole du coup pour nous parler du BIP peut-être et puis de ce que vous avez fait Ah, en j'étais début pas d'année. sur le BIP, non, j'étais pas sur le BIP encore. Ouais, sur ce que vous avez fait avec les BTS Ouais, là, récemment. récemment. Alors, on était une semaine en Galice pour une mobilité courte, donc d'une semaine, avec une classe de BTS agricole dans un lycée agricole où on a fait des échanges, des visites de ferme. Il y a eu des échanges avec les élèves. Euh, Les étudiants, des étudiants, oui. C'était des voilà, hein, BTS Axe première année. Voilà. voilà, oui, oui. On est dans le supérieur, donc ce sont des étudiants. Que dire de plus? N'hésitez pas à me poser des questions. Je débute un peu, hein, donc. Non, mais je voulais surtout que tu nous parles de Malte, là. Ah oui, de Malte. Alors moi, j'étais moins impliqué dedans. Là, il y a eu un départ de toutes les classes de BTS d'Axe première année. Donc des ESF, des Axes et des technico-commerciaux qui sont partis à Malte pendant une semaine avec la plupart des accompagnateurs étaient leurs responsables de classe, où ils ont fait des cours d'anglais intensifs tous les matins pour des niveaux débutants. Voilà. Donc là, on a de la mobilité courte durée d'études, sachant qu'il n'y a pas d'accompagnateur financé, Oui, hein, c'est ce que voilà. j'allais dire. Attention, ouais. Par contre, l'après-midi, il y avait quand même des visites d'entreprises d'organiser en anglais. Oui, voilà, Si, sur ça faisait certaines partie du programme, et, me semble-t-il. et en lien avec chaque formation, c'est-à-dire que les Mm. thématiques étaient, par exemple, sur la thématique de l'eau pour les agricoles. Voilà. Donc ça, c'est faisable. Ce qui est intéressant sur cette mobilité, vous avez compris, ce ne sont pas, c'est bien une activité d'études. Donc vous avez un partenaire d'études qui a bien sûr une charte Etche, on y reviendra, mais avec qui vous vous mettez d'accord sur le programme d'apprentissage. Et donc là, on est dans l'éligibilité du programme, hein, voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui peut même être envisagé.
Excusez-moi, je peux vous interrompre? Oui, oui, non, mais on est là pour. Dans l'exemple qui a été donné, c'était donc des cours d'anglais intensifs, ce qui veut dire que les cours qui sont partagés pendant la mobilité ne sont pas forcément en lien direct avec la formation. À partir du moment où les activités pédagogiques à côté, elles le sont, c'est ça? Alors, si elles doivent avoir un lien, on y reviendra juste après, mais elles doivent avoir un lien avec le programme d'apprentissage de la formation initiale dans lesquelles ils sont. Donc, Les cours selon les d'anglais. référentiels, c'est plus ou moins développé ou plus ou moins mis en avant, mais l'objectif, c'était qu'ils puissent avoir de l'anglais intensif pour leur booster un peu l'apprentissage en anglais qui, in fine, prépare du coup une mobilité de stage par la suite. Donc, voilà, Ok, l'objectif, c'est vraiment de booster ça. ça marche. Et au niveau de la constitution du dossier, ça fonctionne comment? On fait le kit de mobilité comme un kit de mobilité hybride. Enfin, je suis désolée, je suis peut-être à côté de la plaque et j'espère que je vous fais pas faire de redite par rapport à ce que vous avez dit au début. Mais là, pour les mobilités du supérieur, souvent on est sur quelque chose d'hybride, etc. Là, ça veut dire que ça fonctionne comment? Eh bien oui, il y a automatiquement des temps d'hybridation. C'est obligatoire. Donc, alors là, j'ai plus d'idée du contenu d'hybridation. Par contre, le contenu des kits, ben, ce sont les mêmes pour l'ensemble, ou presque, hein. Je ne sais pas si ils avaient des fois des petites activités plutôt par domaine professionnel. Mais voilà, globalement, le programme d'apprentissage, il était identique pour un groupe complet. D'accord. Mais sur Argo, du coup, à la place du stage, on met les cours proposés dans l'autre établissement. Dans Ouais. Ah oui, l'établissement oui, de- c'est vraiment, vous avez une activité d'études dans Argo, hein, clairement. Et puis du coup, c'est une activité du coup courte durée. Donc là, il suffit de la rentrer comme telle et vous avez toutes les données que vous devez rentrer. Alors c'est des fois un peu long, hein, mais c'est surtout le programme d'apprentissage qu'il va falloir mettre en avant. Ok, merci. Ben, de rien. Alors du coup, on va en parler un petit peu plus, peut-être Sabine, de ces mobilités. On a quand même déjà dérapé un peu là, mais Alors, donc les mobilités d'études, elles doivent faire partie intégrante en fait du programme de formation que l'étudiant suit dans son cycle de formation. Donc ça, c'est très important. Le volume de travail, en fait, dans les pays membres de l'espace européen de l'enseignement supérieur, on considère qu'une année académique, d'ailleurs même en France, hein, on considère qu'une année académique d'études à temps plein correspond à 60 crédits ECTS. Donc, il faut partir sur ce nombre de crédits ECTS pour tenter de faire un découpage et d'attribuer un certain nombre de crédits ECTS à la mobilité étudiante, Sachant que donc, au total, sur 2 ans pour un BTS, ça fait 120 crédits ECTS. Donc, il y a certains établissements qui vont commencer à travailler sur les crédits ECTS. On peut éventuellement envisager de le faire par filière ou de contacter un établissement qui a une filière similaire pour voir un peu comment il fonctionne. Et puis d'affecter en fait les crédits par rapport aux compétences qui seront développées durant la mobilité d'études. Compétences ou savoir et savoir-faire. Donc, je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui fonctionnent déjà comme ça, avec un découpage, parce qu'il y a beaucoup de BTS, c'est 120 crédits ECTS à l'obtention du BTS, point. Il n'y a pas de découpage spécifique par module. alors, il y en a quelques-uns qui s'y mettent là, puisqu'ils ont semestrialisé dans l'enseignement agricole, hein. Oui, alors peut-être Pierre Abivin, tu m'as dit il était dans la visio, je Ah, vois il est pas. là, il est là. Il se Ouais, cache en fait. Si, il si, Voilà. se je suis là. cache, mais c'est un des établissements que je connais qui est passé en semestrialisation et donc qui forcément attribue un nombre de crédits CTS à chaque module, si je ne m'abuse. Ouais, tout à fait. Ouais, on est passé en semestrialisation là. On va finir la première promo là en juin 2026 et on a donc réparti on avait les crédits ECTS comme ça, ouais, sur les différents modules, sur l'ensemble de la formation. Ouais. Très bien. Donc, c'est une bonne manière de faire, hein, effectivement. Donc, c'est pas toujours adapté selon les possibilités des diplômes, mais
voilà, et des ministères, hein, puisque nous, il y a une forte incitation au ministère de l'Agriculture d'aller vers la semestrialisation. Et la deuxième étape, ça sera petit à petit, en tout cas pour certains établissements, pas tous, d'aller en direction du bachelor agro. Voilà, donc il y a quand même une volonté de ce ministère-là. Je ne sais pas s'il y a la même chose, je ne crois pas, hein, pour l'instant, mais à mon avis, ça doit être en maturation du côté éducation Il y a les nationale. DNMAD dans l'éducation nationale, je ne sais pas si Oui. la collègue est présente, qui fonctionnent aussi en crédit ECTS. Tout à fait. Oui, les DNMAT sont plus avancés pour le supplément au diplôme, enfin pour tous sont déjà plus avancés par rapport au BTS. Hein. Mais dans tous les cas, que vous soyez ou pas semestrialisé, que vous n'utilisiez pas les crédits ECTS, c'est obligatoire dans l'équipe de mobilité de mettre un équivalent de crédit ECTS à une mobilité, qu'elle soit étudiante ou stage. D'ailleurs, Argo vous bloque, hein, si ce n'est pas le cas. On poursuit, Sabine, sur la mobilité étudiante. Donc, toutes les mobilités d'études doivent être encadrées par un accord interinstitutionnel. Donc, vous avez des modèles d'accords qui sont disponibles sur le site Erasmus+. Donc, c'est un accord qui est signé entre l'établissement d'envoi et l'établissement d'accueil dans un pays programme ou un pays tiers non associé. Et en plus de ça, l'établissement d'accueil doit obligatoirement avoir la charte Etche s'il se trouve dans un pays programme. Et s'il est hors pays programme, dans ce cas-là, il doit attester qu'il adhère bien au principe de la charte Etche. Donc, les accords institutionnels sont assignés en amont des mobilités impérativement. Donc là, pour certains qui ont fait des mobilités dans ce cadre, on leur demande, si ça n'a pas été fait, de le faire a posteriori, parce que c'est vraiment une obligation. C'est demandé dans le cadre de l'audit qui a été envoyé récemment pour les projets 24-25. Oui. Et je pense que l'agence nous demandera, hein, sur le rapport final 2023 qui est en étude, à mon avis, l'agence nous les demandera pour toutes les mobilités d'études. Hein. Alice, deux mots pour la mobilité de stage, du coup, des étudiants? Alors oui, donc mobilité de stage, ça veut dire que votre étudiant ou vos étudiants sont dans une entreprise publique ou privée. L'objectif, c'est d'avoir un soutien financier. Je vous rappelle juste qu'on n'a pas le droit d'obtenir, de prétendre à une bourse Erasmus si vous êtes en stage dans une institution européenne, mais bon, dans notre consortium, je ne sais pas si c'est déjà arrivé, hein, parce que ça fait double financement, enfin, c'est interdit. La durée du stage, c'est sur un équivalent temps plein, hein, sur la base de l'organisation d'accueil, donc du pays d'accueil. Hein. Alors attention, il peut y avoir des petites différences en fonction des pays. Là, comme on est dans une entreprise et pas dans une université ou dans une école, il n'y a pas forcément besoin que l'entreprise ait la charte Etche, bien évidemment. D'accord ? Voilà, après forcément pour prétendre à ça, il faut que les diplômes, c'est ce qu'a dit Sabine, hein, soient enregistrés, soient bien des diplômes de niveau 5 et faut faire attention à certains qui sont juste, des diplômes très particuliers qui sont simplement enregistrés au RNCP, qui ne sont pas forcément éligibles. Donc là, un point de vigilance à avoir là-dessus. C'est encore à moi, pardon. Oui. Alors, évidemment, je mets aussi un point de vigilance sur le fait que, vous avez vu dans ce qu'a présenté Jean-Yves tout à l'heure, entre un mois, c'est-à-dire entre le 31e jour et le 59e jour, il n'y a aucune possibilité de mobilité. D'accord? Donc, soit l'étudiant part moins d'un mois, soit il part plus de 2 mois. Ça, c'est officiellement. D'accord? Parce que sinon, son mobilité ne sera pas éligible.
Et ça, c'est la même chose, quel que soit le niveau de l'étudiant. On n'a pas le droit de dépasser 12 mois pour un cycle. Alors, quand on parle de cycle, soit c'est BTS, soit c'est bachelor, soit c'est master. Donc, un étudiant qui a été en licence, qui est parti en licence en Erasmus, peut repartir jusqu'à 1 an en master et pareil, en doctorat. Bon, ça ne nous concerne pas trop non plus. On peut partir dès la première année, voire dès le premier mois, éventuellement, mais bon, on prend un risque. Que vous dire d'autre? Que c'est le statut de l'étudiant importe peu, c'est-à-dire que les mobilités Erasmus concernent autant des étudiants en apprentissage que des étudiants en formation initiale sous statut stagiaire. Ou apprenti. Ouais, apprenti ou stagiaire. Alors juste, quand ils sont apprentis, je reviens peut-être, si vous avez des questions, vous reviendrez vers moi, mais il y a quelques petites, on va dire, procédures administratives à faire en plus. Exactement. On peut aussi rappeler qu'il y a des possibilités de combiner des mobilités de stage et d'études. C'est ce qu'on va appeler les mobilités combinées. Pour exemple, on a des jeunes qui partent 2 mois et qui, pendant ces 2 mois, font du stage, mais suivent aussi leurs cours soit à distance dans leurs établissements français, soit suivent des cours dans un établissement à l'étranger. D'accord? Et ça peut être intéressant. Enfin, ça peut concerner nos BTS. Autant, voilà, le niveau supérieur, je pense que ça les intéresse pas parce que c'est vraiment bien découpé en semestre et le jeune il va partir 6 mois dans une université étrangère, mais nos BTS qui sont peu semestralisés, ça peut être l'occasion de partir plus longtemps tout en combinant du coup du stage et de l'étude. Très bien, Sabine, mobilité du personnel, Alors, à moins qu'il y ait des questions sur l'autre partie? Non? Eh bien, on avance. donc, il y a donc 2 types de mobilité du personnel. Les mobilités pour faire une formation. On verra 2 exemples ensuite. Pour ces mobilités, donc tous les personnels sont concernés. Donc là, bien souvent, c'est du stage d'observation de pratique qui se fait, avec un minimum de 2 jours et un maximum de 60 jours hors voyage. Ça correspond en fait aux mêmes durées que la mobilité de stage d'un étudiant. Et donc, l'organisme d'accueil doit être un établissement d'enseignement supérieur, qui soit public ou privé. C'est-à-dire que ce stage peut être fait dans un établissement d'enseignement supérieur, un établissement scolaire ou bien une entreprise. Et puis, l'autre type de mobilité, c'est une mobilité d'enseignement. Donc là, qui est donc spécifique pour les personnels enseignants et experts invités, toujours avec les mêmes durées, avec une possibilité d'hybridation. Et cette fois-ci, donc l'établissement d'enseignement supérieur qui accueille l'enseignant doit être charté impérativement et l'enseignant doit faire minimum 8 heures d'enseignement par semaine. Si l'enseignant fait une mobilité combinée formation-enseignement, dans ce cas-là, le temps d'enseignement est réduit à 4 heures par semaine. Et puis, pour les personnels invités, par contre, il n'y a pas d'obligation d'heures d'enseignement et c'est réduit à 1 jour au lieu de 2 jours pour un enseignant. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Alors, on a peu de demandes de toute façon d'enseignement pour l'instant, voilà, que ce soit en EFP ou en supérieur. Donc, ces mobilités de personnel sont encore une fois encadrées par un accord institutionnel, donc signé entre votre établissement et l'établissement d'accueil. Cet accord doit être signé absolument en amont de la mobilité. Les modèles sont au même endroit. Tous les modèles d'accord interinstitutionnels se trouvent au même endroit. Donc, comme je vous le disais, l'établissement doit être charté s'il se trouve dans un pays programme. Et s'il est dans un autre pays, il doit attester de son adhésion au principe de la charte Etche.
Le nombre de mobilité du personnel est limité. C'est moins d'une mobilité par établissement. Voilà. Et donc, en fait, il va falloir, comme il y en a moins d'une par établissement, donc soit ça va s'équilibrer tout seul, soit il faudra être convaincant auprès du consortium pour bénéficier de cette mobilité de personnel. Très bien. Alors, donc, ce qui est important, c'est qu'une mobilité ne doit pas être dédiée à la recherche de partenaires. C'est exactement la même chose qu'en EFP, hein. Ni au développement du réseau. C'est-à-dire que ce qui va être important, c'est le contrat pédagogique, un Learning Agreement, qui devra démontrer que vous cherchez à développer des compétences professionnelles ou transversales, mais en aucune manière que vous allez faire de la recherche de partenaires pour ensuite envoyer les étudiants en mobilité de stage. Assister à une conférence, ça n'est pas éligible. On nous a aussi déjà posé la question. Vous pouvez assister à des conférences. Là, c'est vraiment… alors, éventuellement, si la conférence fait partie d'un programme hybride, là, c'est différent, mais ça ne sera pas une mobilité en tant que telle. On est vraiment sur de la formation et qui doit vous servir exactement comme pour les étudiants finalement, hein, qui doit être intéressante pour développer vos compétences, les mettre en avant, les valoriser pour votre carrière professionnelle. Voilà, donc les deux exemples que je vous citais précédemment, hein, le stage en entreprise ou un stage d'observation en établissement d'enseignement supérieur, c'est ce qui est le plus pratiqué pour ces mobilités de formation. On a moins de mobilité de formation comme en EFP avec des cours et formations. C'est quand même moins courant en enseignement supérieur. Oui, beaucoup moins. Est-ce qu'il y a des questions? Non, c'est tout bon, c'est tout clair pour tout le monde? Eh bien, très bien. Donc là, on a quand même beaucoup de demandes, hein, en fait, sur le supérieur, sur ces mobilités du personnel, type voilà, stage d'observation. Bon, il faut qu'on essaie d'être plus raisonnable de ce côté-là. En fait, la priorité est vraiment donnée aux mobilités d'étudiants et beaucoup moins à celle du personnel, hein. Voilà, et on n'a pas la souplesse comme dans le FP de basculer des mobilités d'étudiants vers du mobilité du personnel. C'est pas possible. L'inverse est possible, mais pas dans ce sens-là. Alors, on va regarder les financements de tout ça. Anthony. Alors, pour les financements, du coup, bon, ceux qui étaient à la réunion de ce matin aussi, ça reste pareil, c'est qu'on reste sur les mêmes taux de financement. Donc, en termes de transport, donc vous le voyez à l'écran, sur tout ce qui est transport durable, on reste sur les mêmes taux, avec du coup tout ce qui est lié au train, bus et covoiturage, et puis tout le reste est considéré comme du non éco-responsable. Exactement. Et Sur les du frais de coup, séjour. sur les frais de séjour, on reste à peu près sur la même chose. Juste, il y a rien qui change sur les frais de séjour au niveau de ce qui s'est passé l'année précédente. Après, j'ai pas encore la visibilité vu que j'étais pas dessus pour l'année dernière. Mais voilà. Voilà, en fait, on vous rappelle que les taux de tout cela, c'est bien le consortium qui le détermine lorsqu'il en a la souplesse. C'est-à-dire que, regardez, par exemple, pour les mobilités longues, il nous a dit que le montant de la bourse peut être compris entre 225 et 606 euros par mois. D'accord? En fonction du pays d'accueil. Donc, nous, on a fait le choix, vous voyez, par exemple, d'être à 600 euros. On a arrondi 600 euros par mois. Donc, on est sur les plafonds les plus hauts, en quelque sorte, hein, qu'on a pu attribuer. Sur les mobilités courtes, non, le taux est fixé d'office. D'accord? On peut relativiser ce taux en quelque sorte sur le montant de la subvention, mais on ne touche pas au taux de base. Alors que là, on touche au taux de base. Alice. Oui,
Juste peut-être pour rappel que ce règlement de consortium par rapport au financement doit être affiché. Oui, Juste, voilà, pour pas avoir de problème avec des étudiants qui partent. En théorie, il faudrait pouvoir l'afficher pour être transparent et que tout le monde ait la même chose. En fait, c'est le règlement du consortium. Pas qu'il y en ait un qui dise lui, il a eu de 600, lui, il a eu 500. Enfin bon, c'est la même chose pour tout le monde. exactement. Je vais juste te faire la transition. On a renvoyé pour les sites internet du SUP, on a renvoyé justement les taux affichés sur le site internet, Ouais, Alice. c'est bien. Voilà, Reste à qui faire. sont vérifiés. Très bien. Donc ici, nous sommes sur la notion de mobilité toujours étudiante vers les contributions de séjour. Alors là, on est plutôt en direction des pays non membres qui ne font pas partie de l'Union européenne ou des pays tiers associés. Donc pareil, on est resté quand même sur l'idée de 700 €. Vous voyez que le maximum est fixé à 700 € par mois. Il y a des contributions supplémentaires, des montants supplémentaires si ce sont des mobilités de stage ou si le jeune est en situation de PAMO. Donc, vous voyez que, par exemple, un jeune qui part en international, il a 700 €. S'il part pour faire du stage, il a 150 € de plus. Et s'il est PAMO, on rajoute encore 250 €. Donc, ce qui fait, si j'ai bien compté, 1100 € pour le mois. D'accord? Ce qui est pas trop mal, en dehors de la contribution des coûts de voyage. D'accord? Alors, des fois, ça couvre pas tout, mais voilà. Avec le bémol suivant. Avec le bémol suivant. On souhaite, pour inciter vraiment au développement de la mobilité européenne, parce qu'on a beaucoup de demandes quand même de mobilité à l'international, on souhaite que chacun se fixe l'objectif de je peux faire une mobilité internationale, dès lors qu'il y en a 4 en Europe, de réaliser. D'accord? Tout simplement parce que nous sommes limités à 20% du budget à l'international. Donc cette limite, on l'applique par établissement. Donc voilà pourquoi c'est important. Et même si on a certains établissements qui du coup n'utilisent pas ces financements à l'international, on a besoin de nous, avant de vous donner un accord, si vous êtes hors quota, on est obligé de savoir les autres si elles vont bien se réaliser, ces mobilités. On ne va pas affecter des fonds si du coup on ne pourra pas toucher le financement. Je ne sais pas si je suis très clair, mais en tout cas, voilà. Hein, donc, c'est important. Et puis ici, on vous a remis par rapport au forfait, toujours pareil, la contribution ou le soutien aux frais de séjour pour les mobilités du personnel. Donc, vous avez cette valorisation. Donc, ici, toujours les taux qui ont été définis au niveau du consortium. On vous rappelle de nouveau qu'on est en nombre très, très limité. Donc, voilà, on est sur le 2024, par exemple, on avait droit à 12 financements. On en a fait 13, donc c'est pas bien. On avait droit à 12 financements de mobilité du personnel. Donc, vous voyez, ça fait pas beaucoup. Bien. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce que nous venons de voir? Non, c'est bon? Eh bien, on aborde les aspects qualitatifs maintenant, si vous voulez bien. Quelques points, Sandrine, sur les mobilités hybrides. Alors, sur les mobilités hybrides, donc, comme l'ont dit mes collègues, vous avez vous avez deux possibilités, soit les mobilités courtes, soit les mobilités longues. Donc, les mobilités courtes de 5 à 30 jours et les mobilités longues au-delà de 30 jours jusqu'à 1 an. Du moment où vous êtes sur un type de mobilité courte, il y a forcément une hybridation à prévoir, que ce soit une mobilité de stage ou une mobilité d'études.
Alors, qu'est-ce que c'est que la mobilité hybride? Donc, je pense qu'il y en a qui en ont déjà fait, là, qui sont à la visio. J'espère bien. Qu'est-ce qu'on attend? En fait, on attend qu'il y ait un travail qui se fasse, qui complète en fait le programme d'études, qui renforce en fait les activités qui vont être menées sur place et qui apporte une plus-value pédagogique. Donc ça, c'est plutôt par les objectifs en fait de l'hybridation. Hybride, ça veut dire qu'à la fois, on a un séjour physique, hein, c'est-à-dire quand les jeunes sont là-bas dans un pays étranger, et des activités virtuelles. Alors, bon, pour la partie physique, rien de particulier, c'est plutôt sur les parties activités virtuelles qu'il faut qu'on s'attarde et qu'on se mette d'accord sur ce que ça veut dire. Alors déjà, quand est-ce qu'elles ont lieu? C'est un choix en fait de l'établissement et qui va être convenu aussi absolument avec le maître de stage. Les activités virtuelles, elles peuvent avoir lieu avant la période physique, pendant la période physique et après, soit avant pendant, soit avant après, à vous de définir en fait les modalités que vous choisissez parce que ça va être en fait en rapport avec le contenu le contenu pur de l'hybridation. Voilà pour le camp. Alors, c'est obligatoire, bien sûr, pas de durée qui a été imposée en fait par l'agence. Par contre, comme le disait tout à l'heure, je crois, ma collègue Alice, c'est qu'il y a forcément des ECTS qui sont rattachés à n'importe quelle mobilité. Et en ce qui concerne les mobilités hybrides, c'est un minimum de 3 ECTS qui sont rattachés. Pour les semestrialisés, pas de souci, ça a été défini dans la semestrialisation. Par contre, pour ceux qui ne le seraient pas, on compte à peu près en équivalence 25 à 30 heures de charge de travail. Ça va? Sabine, pour les mobilités longues d'études. Alors, il y en a très peu, hein, mais je crois qu'il y en Alors, avait deux. donc comme on l'a dit précédemment, hein, pour engager une mobilité d'études, l'idée c'est bien d'être dans la même lignée que la formation initiale qui est suivie par l'étudiant. Donc, pour améliorer ses compétences linguistiques, interculturelles, toutes les compétences professionnelles et non professionnelles, enfin non techniques. Hein, donc, on parlera plus des soft skills aussi dans ce cadre-là. La mobilité peut être, donc cette mobilité d'études peut être combinée à une mobilité de stage. Voilà, ça fait une expérience d'autant plus enrichie. Elle doit être utile pour l'obtention du diplôme avec le rappel donc, sur les crédits ECTS. Et donc, on a 2 types de mobilité, longue durée entre 2 mois minimum et 12 mois maximum, et les mobilités de courte durée qui doivent nécessairement être hybrides entre 5 et 30 jours de mobilité physique à l'étranger. Voilà. Sur le cycle d'études, c'est 12 mois maximum, donc c'est-à-dire qu'un étudiant de BTS ne pourra pas faire plus d'1 an de sa mobilité, il ne pourra pas faire plus d'1 an de sa formation à l'étranger en mobilité. Des questions par rapport à tout ce qu'on vient de dire, avant de passer à l'échéancier? Ça semble clair pour tout le monde, mais c'est bien. Donc, point important pour vos projets de mobilité de l'année prochaine, eh bien, il va falloir nous faire tout ça avant le 16 janvier. Donc, ça nous laisse un bon mois. Alors, bien sûr, il y a quand même 15 jours de vacances scolaires et c'est pas les plus, voilà, les plus reposantes parfois. Donc, voilà, essayez peut-être soit de voir avant ou après, peu importe. Sachant qu'on a aussi des vacances scolaires tout début février. Donc, en fait, le créneau sur lequel on va travailler sur ces candidatures dans le supérieur, vous voyez, nous, on vous demande de faire ça avant le 16 janvier pour que ça soit validé par votre chef d'établissement avant le 23 janvier et que nous, on valide tout ça la semaine juste avant de partir en vacances, que tout le monde parte en vacances, le 30 janvier. Voilà. Par contre, pour tous les nouveaux membres, on vous demande d'être très vigilant
de pouvoir déposer, donc là, c'est le lycée Belin et la MFR de Mort, il faudra déposer également une demande en direct. Parce que le traitement de votre intégration consortium est soumis à un accord de l'agence, contrairement à l'EFP où c'est presque, je ne veux pas dire automatique. Là, c'est pas automatique. Il y a une vraie étude qui est menée par les services de l'agence pour ne pas mettre en fragilité le consortium et regarder tout ça. Donc voilà, ils ont plusieurs critères. Donc pour sécuriser l'ensemble, on vous demandera de faire vos demandes de bourse directement, voilà, également en direct auprès de l'agence. Vous les faites bien passer par le consortium sur la plateforme Argo, etc., pas de problème. Mais en parallèle, donc vous allez en faire deux, par l'agence. Si l'agence valide votre demande d'intégration au consortium, ben, vous les informez en disant ce qu'on a demandé, on le laisse tomber. Ou alors généralement, ils vous questionnent avant l'affectation en disant mais je crois qu'on a vu passer votre demande aussi dans un consortium. Est-ce que vous maintenez, est-ce que vous annulez l'une ou l'autre? Voilà, donc il faut bien que ça soit clarifié par rapport à ça. Et puis on termine par l'adaptation de la trésorerie. Voilà, parce que dans le consortium, ah oui, il y a une main, il y a une question. Oui, un petit souci technique peut-être qui pourrait être abordé à la fin, mais en ce qui me concerne sur Argo, j'ai tenté de déposer les candidatures pour l'année prochaine et j'y ai pas accès. Le petit plus est grisé. J'ai demandé à mon collègue, Monsieur Ponceau, d'essayer, ça n'a pas fonctionné non plus. Donc du coup, je ne peux pas déposer les candidatures pour l'année prochaine. Voilà. Et vous avez essayé ça quand? La semaine dernière, et puis j'avais déjà tenté la semaine d'avant sans insister plus que ça. Et la semaine dernière, j'ai réessayé, ça ne fonctionnait pas. Donc voilà. Et j'arrive pas à saisir parce que moi, j'ai essayé en allant sur la MFR demandeur. Donc moi, je peux le faire. Et eux ne peuvent pas le faire. Ah ben alors ça, c'est fort quand même. Ok, bon, on va regarder ça. Donc c'est peut-être un bug. Donc, tu as Ah. essayé sur la 4G, Cécile, du coup, ça ne change rien? J'ai pas réessayé, mais là, normalement, je suis dans l'annexe de l'AMF, donc c'est pas le même réseau Wi-Fi et ça marche pas non plus. J'ai réessayé, ça marche pas non plus. D'accord. Donc, parce que je pensais que ça venait peut-être du réseau Wi-Fi, mais... Ben, ça aurait pu. Mais ouais, je réessayerai. Mais ouais, jusqu'à présent, ça a pas... c'était sans succès. On va aller vérifier les paramètres aussi de notre côté avant d'appeler le développeur, hein. Ça marche, Parce qu'il merci. on avait aussi la possibilité, nous, de consortium, de coincer, parce qu'il y en a qui, en fait, quand on demande de mettre à jour les flux de l'année, ils vont dans candidature. Donc, pas bien. Donc, du Ok, coup, c'est pas, voilà, c'est pas tracé. ça marche. Merci. Eh ben, merci, pas de problème. Donc, l'adaptation de la trésorerie. Donc, ben, c'est exactement la même situation que pour l'EFP. On est obligé de passer par un cautionnement bancaire. Donc, ça nous amène des contraintes relativement importantes par rapport à ça. Donc, première contrainte, alors c'est ce qu'on fait déjà hein, dans le SUP. On édite les conventions annuelles de fonctionnement, je ne vais pas dire presque au fil de l'eau, mais pas loin. C'est-à-dire on n'anticipe pas trop, puisque la plupart du temps, les mobilités ne sont pas trop anticipées. Là, je pense qu'on est à peu près, en termes de visualisation des mobilités dans l'ensemble des établissements, à peu près bon, mais il y a encore probablement des choses à affiner. Donc voilà, une fois que ça sera bon, on pourra petit à petit éditer les conventions annuelles de fonctionnement. Par contre, pour l'année prochaine, l'acompte initial, il ne pourra pas, enfin, il sera probablement autour de 60%. D'accord? Donc actuellement, le montant de l'acompte est de 70%, il sera de 60%. Ce qui veut donc dire que, et on est bien là-dedans et assez clair, c'est que chaque établissement va devoir avancer, et surtout dans le SUP, c'est d'autant plus vrai également, va devoir avancer une partie du financement à l'étudiant. Puisque là, on est la plupart du temps, dans du cadre de l'option 1, on verse la bourse à l'étudiant en totalité. D'accord? Ça veut dire qu'il y a bien un moment donné où l'établissement sort de l'argent. Et il va récupérer cet argent, l'établissement, au moment du solde. Et en fait, ce solde, il va être, hélas, soumis à la validation du rapport final par l'agence Erasmus.
Donc, quand nous, on recevra la trésorerie du solde par l'agence Erasmus, on pourra vous verser à ce moment-là les soldes de trésorerie. Donc, ça veut dire que, en gros, sur un exercice comptable, ben, il y aura bien une sortie de trésorerie qu'on va récupérer l'année comptable suivante en termes de solde. D'accord. Donc, ça, c'est hélas la conséquence de tout cela. Et puis, donc, du coup, avec des cycles d'audit qui seront beaucoup plus stricts et beaucoup plus courts que ceux qu'on a d'habitude, qui peuvent des fois traîner sur plusieurs mois. Donc l'objectif, c'est de les ramener à quelque chose d'assez raisonnable, parce que plus les audits sont faits dans les temps, plus on peut déposer le rapport final rapidement, et donc plus on reçoit tous la trésorerie rapidement. Hein, voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie? Où on a été tous très clairs? Parce que, en fait, ben, c'est fini. Madame Vinet. Oui, bonjour. Moi, j'ai plusieurs questions. Alors, je vais revenir un peu en arrière. J'ai loupé une info. Concernant la carte européenne, la étudiante, Oui. donc la mise en place est gratuite, version numérique, ça, ok. Mais j'ai pas noté, enfin, j'ai pas l'info pour savoir où retrouver la procédure en ligne. J'ai pas noté. Ah, mais c'est ce qu'on indiquait. En fait, on va vous faire une petite fiche. On va Voilà, vous faire une note d'information pour vous simplifier la vie, pour vous dire comment faire, où trouver le lien. Enfin, on vous remettra le lien dessus. Voilà, on vous donnera un peu un pas à pas pour que vous puissiez être plus à l'aise pour obtenir ces d'accord. cartes d'étudiant. Donc ça, c'est à venir, on est Oui, d'accord. Bon, j'ai oui, oui. une autre question. Là, je vais demander, moi, 5 mobilités étudiantes pour le mois de mai, là. Oui. J'ai pas mal de candidats. Si toutefois, il y en a un ou deux qui se rajouteraient, je peux demander d'autres mobilités, c'est ça? Eh bien, écoutez, c'est open bar. Voilà, c'est ça. Je préfère avoir confirmation, savoir Si si vous j'ai voulez en bien envoyer compris ou 20, pas. il n'y a pas de problème. Voilà. Mais en priorisant les étudiants et pas les personnels, on est d'accord. Ah oui, par contre, oui. Voilà. OK. Et ma dernière question, parce que j'ai tout regroupé. Donc là, en hybride, donc moi, je vais avoir un stage là pour 12 étudiants en Irlande en Oui, hybride, court, là, stage court en hybride. ouais. Alors, eux, ils ont déjà fait les visios avec l'établissement partenaire sur place. Comment je vais pouvoir tracer ça, moi? Comment je vais pouvoir prouver que ça a Oui, eu oui. lieu? Comment je fais? Ah oui, alors ça c'est une question de traçabilité, ça c'est important. Alors déjà, c'est indiqué dans vos kits de mobilité. Oui. Normalement, la traçabilité, potentiellement, est-ce que vous avez enregistré la visio? Non, Non, voilà. Est-ce que non, du coup non, vous avez parce la que moyen de... j'avais pas l'info. Non, ben non, je Ouais. découvre au fur et à mesure, donc Oui, non. il n'y a pas de souci. Est-ce que vous avez les moyens peut-être de faire un espèce de compte-rendu? Alors, un compte-rendu, il y en a un de mes collègues, oui, qui ont Voilà, fait c'est ça, ça. en effet, Voilà. avec les dates, etc. Voilà, bon, bah, ça donne au moins une traçabilité en quelque sorte. Est-ce que vous avez aussi une liste d'émargement, si vous avez fait ça collectivement? Ah, je pense pas à ça. Non, voilà. Bon, ben voilà, c'est l'exemple type de petits éléments de preuve. Est-ce que vous voyez d'autres choses, des collègues? Liste d'émargement, on peut la retrouver sur Oui, et notre. puis vous pouvez la faire posteriori potentiellement. Alors, sachant que normalement, Oui. euh, les mobilités. Alors là, vous étiez dans du format de mobilité étudiante, mais d'études ou de Non, stage. stage. Non, stage. D'accord. Alors, normalement, les mobilités hybrides, dans les Hmm. cadres de stage, elles vont se faire plutôt en bilatéral. C'est-à-dire, Oui. mais je laisse mes La collègues tête, oui. peut-être prendre
prendre la discussion, parce qu'ils seront peut-être plus à même que moi, peut-être Sandrine. Mais normalement, c'est bien l'étudiant avec son maître de stage. Oui, tout à fait. C'est ce que je voulais intervenir là-dessus. C'est-à-dire que dans la visio, alors vous ne l'avez pas enregistré, c'est pas grave, mais en fait, il doit y avoir une co-construction. En fait, c'est vraiment le maître de stage qui est au pilotage, en fait, qui passe commande, en fait, auprès de l'étudiant du travail à réaliser pendant la période hybride. Je ne sais pas si je suis claire dans ce que je dis. Non, je ne comprends pas. Euh, en fait, quand il y a une hybridation, il doit y avoir un travail qui est complémentaire à ce qui va se réaliser sur place. Ah oui, d'accord. Ah oui, 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 d'accord, ça y est, j'ai compris. Avec le Donc, partenaire. ça peut Ok. être, donc, du coup, généralement, il y a des visios qui se font avant avec le maître de stage, où en fait, c'est lui qui définit. Alors, lui, ensemble, vous définissez Oui, en fait quel va être le contenu de ce travail d'hybridation. d'accord. Et pour les visios qui ne sont pas enregistrées, moi, pour les maisons que je suis, je leur dis, bah, c'est pas grave parce qu'en plus, on ne peut pas les déposer sur Argo, les visios, parce que c'est trop lourd par rapport à notre plateforme. Je pense qu'on peut toujours faire un mail en disant, suite à notre visio de telle date, nous avons convenu que le travail serait ceci et cela et garder en fait la réponse du maître de stage, c'est-à-dire c'est tracer le contenu de l'échange pour prouver que ce n'est pas une simple présentation en fait d'entreprise, parce que ça doit aller largement au-delà en fait. Oui, oui, d'accord. Bah là, c'est un centre de formation, ils ont des trucs prévus ensemble. Ok, donc les comptes rendus, ça, c'est important. D'accord. Bon, Alice, tu bon voulais ben, compléter? j'ai compris. Oui, je me permets. Juste, faut imaginer que nos maîtres de stage qui accueillent nos étudiants sur des mobilités, on va dire, plutôt courtes par rapport à des étudiants de master ou école d'ingénieur ou autre, ils ont l'habitude de travailler sur des sujets de stage qui proposent. Souvent, c'est eux qui proposent. Alors nous, on les sollicite pour accueillir nos jeunes, hein. C'est plutôt dans ce sens-là. Souvent, ce n'est pas eux qui sont demandeurs d'un jeune pour l'accueillir en stage. Mais en fait, il va falloir l'aider à trouver ce sujet de stage qui corresponde aussi au BTS. Hein. Il faut qu'il soit de niveau BTS. Hein. C'est ça aussi qui est important. Et puis que le jeune, il ait matière à travailler dessus. Ce n'est pas juste un rapport de stage. C'est un sujet. Voilà. Et c'est là, il faut que ce soit quelque chose où il y a une analyse en fait. Ça ne peut pas être non plus que descriptif. Ouais. Et que ça apporte quelque chose à l'entreprise. D'accord. Il y a pas mal de critères, en fait, hein, au bout du compte. Hein. Ben oui, j'espère que ça va aller. Bon, bah, vous avez toujours les moyens de récupérer, même après coup, là. Oui, oui, oui. Eh ben, Hein? le compte rendu, je l'ai, ça c'est sûr. Voilà. Bon, non, non, mais ça va s'arranger. Je pense que j'ai pas toutes les Oui, infos. oui, c'est pas comme si la mobilité avait déjà eu lieu il y a 4 mois, quoi. Non, non, ils partent en mars, donc c'est Voilà, bon. exactement. Donc, Attendez. Bon. voilà, Temps de vous êtes faire. dans les bons timings. Merci beaucoup.